m'appelle Abdoulaye Ly, je suis le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais et je serai votre facilitateur pendant cette session à laquelle vous êtes le bienvenu. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président, messieurs les vice-présidents, j'allais dire, je vais vous lire le discours en quelques points, sans être long, puisque je suis porteur d'un message. Je n'aurai pas le lyrisme de mon président, sachant que je ne suis qu'un messager. Néanmoins, il est de tout cœur avec nous. Mais il m'a encore, nonobstant cela, il vient encore de m'appeler pour me souhaiter bon courage. Il vous transmet donc ses amitiés, ses remerciements d'être là, et surtout ses vœux de succès pour être là dans cette rencontre. Il dit également témoigner sa gratitude à M. Abdou Karim Fofana, ministre auprès du président de la République, en charge du suivi du plan Sénégal émergent, qui a bien voulu présider cette rencontre. Il associe à ses remerciements ses collaborateurs présents à ses côtés, ainsi qu'à tous nos amis qui nous ont fait l'honneur de partager cet après-midi de travail avec nous. Babacar Ngom dit se réjouir également de la participation des membres du Club des investisseurs, ses amis, dont la présence symbolise un intérêt renouvelé pour l'investissement privé national au profit du Sénégal. Il dit, afin d'encourager le dialogue public-privé et l'appropriation des opportunités, le Club des investisseurs sénégalais a initié le Jeudi de l'investisseur. Le Jeudi des investisseurs, donc, qui se veut une plateforme de partage des textes sur l'investissement, des projets de l'État et des conditions de partenariat utiles au développement de notre pays. À travers cette plateforme, le Club des investisseurs entend impulser les échanges d'idées et d'expériences par un secteur privé national fort et dynamique. Il m'a dit de vous dire également que dans le contexte actuel, marqué par la montée des incertitudes au niveau international, avec notamment la pandémie de la Covid-19 et l'impact du conflit en Ukraine, le credo du Club des investisseurs demeure plus que jamais orienté vers la construction d'un secteur privé national susceptible de porter les ambitions déjà définies par le gouvernement en matière d'investissement. Babacar Ngom croit que dans cette perspective, il faut se réjouir du lancement d'une série de réformes par l'État destinées à améliorer significativement l'environnement des affaires ainsi que les avancées salutaires dans la construction d'infrastructures de soutien à la production. Il salue l'implication du secteur privé en général et le CIS en particulier dans les réformes relatives à la définition d'une stratégie de développement du secteur privé qui fera l'objet d'une présentation tout à l'heure, de la nouvelle réglementation relative au partenariat public-privé, des principes généraux du Code des investissements et des orientations retenues en matière d'import-substitution. Il dit qu'il reste à consolider ses acquis. On a réalisé d'importants acquis dans les réformes, j'en ai cité 4, dans la construction d'infrastructures. Il veut sans doute parler du parc industriel de Diamniadio, du parc industriel de Sandiara, du parc industriel de Dias en gestation, du parc de l'écosystème de la construction à venir à Mékhé, du parc de Touba, du programme d'autoroutes, en moyenne 432 milliards investis par l'État dans les routes et les autoroutes. Il veut parler du nouveau visage de la santé en matière d'infrastructure, avec notamment le développement des hôpitaux un peu partout au Sénégal. Tout cela, selon Babacar Ngom, participe de l'amélioration de l'environnement des affaires et constitue une offre au secteur privé pour son développement. Il dit qu'il reste à consolider ses acquis en mettant l'accent sur la disponibilité des facteurs de production. Babacar Ngom nee na lu ñu def baax en matière de réforme et de construction. Mu ne lu des nañu gën a def réforme dans la disponibilité des facteurs de production, notamment l'énergie, notamment le foncier, notamment le financement. Il dit que ces dispositions restent à parachever. C'est les deux derniers points pour faire de notre pays un champion qui aura la taille
critique et l'environnement critique pour accueillir les investissements requis pour développer le Sénégal. Babacar Ngom demande également de renforcer, d'améliorer les procédures administratives, sans oublier les autres points qu'il serait lourd de citer ici. Monsieur le ministre, il s'adresse à vous à cette étape de mon discours. Nous nous devons, sous l'impulsion de l'État, c'est Babacar Ngom qui parle, de conduire les réformes et les projets dans une démarche de complémentarité et d'œuvrer au renforcement du dialogue public-privé, retenu comme modalité du développement économique. Le PAP 2A, Programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, a tracé une ambition de 14 712 milliards, dont 4 770 milliards d'investissements sont attendus du secteur privé. Une telle option requiert un véritable dialogue public-privé. Au-delà des réformes, qui sont une avancée capitale, il faut absolument renforcer le dialogue public-privé, qui est une condition sine qua non pour permettre l'apport du secteur privé. À cet effet, le Club des investisseurs se tient prêt, Monsieur le ministre, à jouer pleinement sa partition dans les efforts nationaux visant à bâtir une économie saine, de souveraineté et de résilience, suivant les orientations du PAP 2A. Dans cet esprit, le Club des investisseurs dispose déjà d'une diversité de spécialisation. Les chefs d'entreprise, au nombre d'à peu près 80 personnes, 80 chefs d'entreprise spécialisés dans différentes filières, dont la plupart sont articulés avec les secteurs prioritaires de la politique économique. Il s'agit de l'alimentation, à travers l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il s'agit de la construction, de la pharmacie, des services, de l'économie numérique, et j'en passe. Sachez, Monsieur le ministre, que toutes ces spécialisations font l'objet d'une activité intense au sein du Club des investisseurs. Vous trouverez au Club des investisseurs des chefs d'entreprise aguerris, dont moi-même qui viens d'arriver depuis 2 mois seulement, je suis surpris de la performance et de la capacité de mobilisation. Pas seulement financière, mais dans l'expertise au sein de leur système de production. Je puis vous le garantir, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'étais encore un agent de l'État. Le CIS s'est déjà, à cet égard, doté d'une société d'investissement qui est abondée à 56% et qui se veut le principal véhicule pour apporter les financements requis dans le cadre de la réalisation des projets. Mesdames et messieurs, Babacar Ngom vous dit que son organisation reste ouverte aux acteurs du secteur privé de notre pays soucieux d'optimiser leur opération économique au Sénégal par la mutualisation de leurs actions. Il dit que l'organisation, le Club des investisseurs, reste ouvert au secteur privé désireux d'y adhérer. Il faut simplement respecter quelques principes qui ne sont pas tangibles. Par ailleurs, les conclusions de nos travaux d'aujourd'hui sont constituées, selon Babacar Ngom, sont attendues pour constituer un des repères des interventions du Club des investisseurs pour le développement du secteur privé. Il vous souhaite enfin une fructueuse après-midi de travail et exprime encore une fois ses remerciements et ses regrets au ministre Abdou Karim Fofana et à l'ensemble des participants. Il vous remercie d'être là et vous souhaite une excellente après-midi. C'est avec un immense plaisir et une fierté renouvelée que je me retrouve parmi vous cet après-midi. Plaisir d'être en compagnie de valeureuses femmes et d'éminents hommes d'affaires sénégalais qui partagent le goût d'entreprendre et ont chacun un riche parcours de chefs d'entreprise engagés dans l'investissement, la création de valeur et de richesse, la génération d'emplois dans les différents secteurs de l'économie nationale. Fierté de présider cette première édition des Jeudis de l'investisseur que je souhaite pérenne. Je souhaite aussi être le premier maillon d'un dialogue fécond entre le secteur public et le secteur privé. Une série de réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires ont été entreprises. Un accent particulier a été ainsi mis sur la définition d'une stratégie de développement du secteur privé, la révision des textes sur les partenariats publics-privés, la définition d'un nouveau code des investissements, l'évaluation des zones économiques spéciales éludiées à Sandiara, Mesdames et messieurs, dans un contexte de relance économique, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, nous mesurons le rôle important
que doivent jouer ces zones économiques spéciales dans le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré en cours de mise en œuvre, dont l'un des défis majeurs est de favoriser un secteur privé national fort et dynamique, afin d'encourager les investissements du secteur privé national, mais aussi international. Des réformes structurelles doivent être entreprises. C'est dans ce cadre, pour répondre aux préoccupations du secteur privé et tenant compte des défis du PAP 2A, que le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a engagé, avec l'appui de la Banque africaine de développement, 2 études d'envergure. Une étude portant sur l'import-substitution, une étude de situation de référence sur les zones économiques spéciales. Une feuille de route pour opérationnaliser les recommandations et en cours de mise en œuvre avec la participation du secteur privé. Je vous invite à participer activement aux travaux du comité technique, officiellement mis en place et présidé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, qui est ici représenté par le directeur des partenariats publics-privés. La deuxième étude est quant à elle en cours avec plusieurs rencontres avec les acteurs concernés. Le rapport provisoire a fait l'objet de 2 examens du comité technique de supervision mis en place par le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. L'objectif général de l'étude est de faire la revue des textes législatifs et réglementaires des zones économiques spéciales et par rapport à des pays comparables au Sénégal. Évaluer la performance des entreprises installées dans les zones économiques spéciales en les comparant aux objectifs fixés par le PSE dans la phase 1. Identifier les freins à la réalisation des investissements prévus et analyser les besoins ainsi que les attentes des entreprises au regard de la compétitivité du dispositif d'incitation à l'investissement. Et enfin, mettre en place des indicateurs de performance et de suivi. Les recommandations de cette étude permettront d'améliorer considérablement l'environnement des zones économiques spéciales en termes de gouvernance, quel cadre mettre en place selon les meilleures pratiques internationales. Nous avons aussi un cadre hybride, secteur privé, public, comité paritaire public-privé. Il s'agit maintenant de réfléchir sur les rôles et responsabilités en tenant compte des réalités économiques. La vocation des zones économiques spéciales, d'après les expériences à travers le monde, il est possible de concilier des zones économiques spéciales destinées à l'export et des zones qui sont aussi le moteur du marché domestique. Là aussi, la réflexion est en cours et nous comptons sur. La réduction des coûts des facteurs de production, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un élément important pour la compétitivité des produits fabriqués localement. Nul n'est plus conscient que vous des défis à relever, dont l'un des plus urgents consiste à pouvoir produire localement des produits de consommation, des vaccins et à être autosuffisant dans la satisfaction d'autres besoins. La création d'une société d'investissement, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un capital minimum de 20 milliards de francs CFA en septembre 2018 en est une parfaite illustration. Cette initiative constitue un signal en direction de l'État dont le rôle est d'aider à structurer les conditions d'une plus grande implication du secteur privé national. Il nous faut être de plus en plus capables de réaliser nos grandes infrastructures par nous-mêmes. Être capables de financer nous-mêmes les grands travaux. Le gouvernement dont je suis membre y travaille inlassablement, mais la réalité économique nous rattrape, il faut l'avouer. Nous sommes souvent obligés de recourir à des emprunts qui sont consentis par des bailleurs internationaux avec un certain nombre d'exigences, dont la nationalité des entreprises qui exécutent des projets. Notre défi est de faire mieux malgré tout. Notre volonté et l'expertise développée dans vos domaines respectifs nous permettent de pouvoir ensemble améliorer les choses et passer un cap. Les succès réalisés dans certains secteurs nous permettent de croire que la réalisation de cette ambition est à portée de main. Car, par exemple, dans les années 90, je prends un secteur basique, on importait beaucoup d'eau embouteillée. Aujourd'hui, sur nos tables, il y en a de moins en moins. C'est un exemple. Il en est de même aujourd'hui pour le fer, le carrelage, dans le secteur de la construction, les farines alimentaires. Je pourrais citer d'autres exemples. Il nous faut la même chose partout. Et pour cela, l'État met les conditions, mais l'initiative du privé est indispensable. D'où cette collaboration que nous souhaitons encore plus huiler. Dans le domaine de la production d'énergie, entre autres, le président de la République a incité des investisseurs membres du club à se réunir
pour construire une centrale. C'est une grande avancée. C'est la voie à suivre et les secteurs prioritaires du PAP 2A, à savoir l'alimentation, la pharmacie, la construction et l'industrie, étant ceux qui représentent les principales activités des membres du CIS. Les Sénégalais se battent et l'État les accompagne dans la mesure de ses moyens. Qu'il faut des capitaines d'industrie déterminés à mener le combat pour la souveraineté. Dans une société comme celle-ci, une part du capital est destinée au privé national, mais il n'est toujours pas souscrit. Nous avons besoin de chefs d'entreprise innovants, créateurs, inventifs comme vous, pour être au rendez-vous de la résilience et de la souveraineté. Car, chers amis, j'ai conscience de prêcher, de convertir, la souveraineté ne se déclame pas, elle ne se décrète pas. Elle se construit avec un État dans des dispositions comme le nôtre, et avec des entrepreneurs conscients des enjeux qui ont l'ambition de réussir de grandes choses comme vous. Il n'y a donc pas de raison de ne pas faire mieux et de ne pas faire plus, de ne pas réussir à installer le Sénégal à l'horizon 2035 dans le pays des clubs, le club des pays émergents. Vous en avez vous-même de quoi soulever, vous avez en vous même de quoi soulever le monde. En son excellence, Monsieur le Président de la République et en son gouvernement, vous trouverez toujours un constant point d'appui. Je vous remercie de votre mandat. Nous avons trop peu d'entreprises formelles. Nous en avons 9 au Sénégal pour 10 000 habitants, contre 500 au Maroc, 700 à Singapour. Et les entreprises dont nous disposons sont plutôt de petite taille. Et de facto, elles créent nécessairement peu d'emplois, parce qu'en fait, en général, ce sont des entreprises avec 1, 2, 5, et il y a très peu vraiment de grandes entreprises qui ont des salariés importants. Et le sous-constat, en fait, c'est de savoir que 8 Sénégalais sur 10 sont soit artisans, soit agriculteurs ou commerçants. C'est-à-dire qu'ils œuvrent dans des secteurs, en fait, où les modes de production restent plutôt manuels, et donc ce qui crée encore vraiment très peu de valeur ajoutée. Le deuxième constat est que nos filières sont peu compétitives. Nous en avons plusieurs. Et donc là, ce dont on se rend compte, que ce soit dans les filières stratégiques, dans les filières d'élevage, dans le textile, l'habillement, dans les industries en général, les matières premières sont disponibles. Par contre, les infrastructures de transformation, de distribution, et ainsi que les services de soutien sont très peu disponibles. L'autre point, c'est que nous avons une balance commerciale structurellement déficitaire. Comme vous le voyez, le déficit se creuse parce que nous avons tendance à exporter des matières premières et à importer des produits, des produits finis avec une forte valeur ajoutée. Et voilà, il n'y a pas, de facto, il n'y a pas réellement de véritable moteur de croissance. Donc même si sur le plan théorique, on en a identifié un certain nombre, on se rend compte qu'aucun secteur en fait ne nous permet de tirer la croissance de manière pérenne sur le long. Troisième constat, la croissance dégagée est certes appréciable. Donc on est depuis l'avènement du PSE, on est sur des taux de croissance en moyenne de 6% contre 3% auparavant, mais cette croissance, elle reste faible et fragile. Elle est, pour l'essentiel, permise par des services domestiques et elle est également très portée par l'investissement public. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup à investir, notamment dans des filières moteurs de croissance telles que l'agriculture, par exemple, mais quand on regarde, l'État a en fait plutôt investi dans des secteurs supports, tels que pour favoriser justement la disponibilité de l'énergie, de certaines infrastructures, ainsi qu'il y a également beaucoup de dépenses pour des industries extractives, mais globalement, en fait, il n'y a pas eu assez d'investissements dans les filières moteurs de croissance. Mais il faut savoir que ces investissements ont été faits justement pour pouvoir permettre un environnement des affaires qui pourrait attirer des investisseurs privés. En tant qu'expert, on a envie besoin de pouvoir identifier et connaître ce secteur privé. Quels sont les acteurs, leurs compétences, comment ils se positionnent. Ça veut dire que par exemple, si je dis, je veux développer un petit projet de 2 milliards, voilà, dans une collectivité territoriale. Le budget pour le développer peut être
c'est 200 000 ou 300 000. Voilà, ce n'est pas énorme. Est-ce que qui est compétent pour développer ça? C'est la même chose si on passe sur un budget de développement de 500 000. Là, je parle en dollars, ou 1 million de dollars. On a besoin, en tout cas, d'identifier les compétences et les rôles de notre secteur privé national pour mieux vous positionner, pour mieux être alerté, voilà, pour dire, là, nous avons la compétence, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Et il y a quand même dans les PPP, il n'y a pas souvent une entité internationale qui vient seule, c'est des consortiums. Donc, nous nous posons la question, quelle est la stratégie de notre secteur privé national cette fois-ci pour venir en consortium, pour se positionner, pour prendre ses opportunités, ici et ailleurs. Il y a une urgence aujourd'hui à renforcer notre économie pour que notre secteur privé ait cette approche effectivement régionale au-delà du marché communautaire, africain en général, et l'entrée en vigueur de la CECAF ramène encore cette urgence de manière encore plus impérative que dans le passé. Et dans ce contexte-là, on a engagé cette réflexion avec les équipes du BOSS PSE, où la démarche a consisté d'abord à, disons, avoir une connaissance très très fine des importations du Sénégal. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que le Sénégal importe dans sa consommation intérieure? Et on a essayé de cartographier sur une décennie toutes les importations du Sénégal aux produits prêts. Vraiment, on n'est pas resté sur des secteurs ou sur des filières. On a essayé d'identifier chaque produit que le Sénégal a importé depuis 10 ans. Et pour la session d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire écouter le témoignage de Mme Tabaski Thiam. Pour moi, j'ai toujours été accompagnée par un ami que je n'aime pas trop qui s'appelle Pas de chance. Alors, donc, Pas de chance fait qu'aujourd'hui, la racine est fermée. J'attends toujours le financement par rapport au crédit hôtelier dont j'ai été notifiée depuis 2018. Alors, donc, Pas de chance aussi, vraiment a fait que le peu d'expérience que j'ai eu par rapport à la communication, où on a eu à travailler avec l'État, donc depuis 2019, nous ne sommes pas payés. Alors, Pas de chance nous a surtout fait, je pense, un peu de tort, sinon je vais dire beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les duty free shop. Et tout le monde sait qu'au niveau de l'aéroport de Yoff, il y avait beaucoup de Sénégalais qui avaient des boutiques. Donc, avec des expériences autour de certains avec 40 ans, moi j'avais juste, on va dire, 11 ans d'expérience dans les duty free shop. Malheureusement, c'est par la radio ou en tout cas les médias qu'on a su que nous ne sommes plus, en tout cas nous ne pourrons plus être au niveau de l'aéroport, donc à savoir au niveau de l'AMD, parce que donc, les contrats ont été donnés en exclusivité à Lagardère pendant 10 ans, alors qu'on était en contrat quand même avec l'État sénégalais. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une place aux autres, parce que moi-même je suis détentrice de free shop dans la sous-région. Mais j'aimerais quand même qu'on pense un peu plus à nous, parce que je vois que M. Abdou Salam et tous les autres, en tout cas Maguette, ce sont des gens qui maîtrisent énormément donc leur texte. Et je pense qu'ils ont envie, en tout cas, de communiquer sur toutes ces décisions qui ont été prises par l'État pour booster, en tout cas, les PME et PMU et créer donc des champions. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé le pain de ma bouche pour donner à quelqu'un d'autre, alors que je suis au Sénégal. Voilà. Je viens d'écouter le témoignage de madame et j'allais dire, voilà, au Rwanda, nous sommes en train de construire un nouvel aéroport. Je t'invite à venir au Rwanda et de bénéficier de cette opportunité.
on va avoir un nouvel aéroport qui a besoin d'investisseurs et de femmes et hommes d'affaires africains. Voilà. Tout d'abord. Donc, vous êtes la bienvenue. On va voir comment développer cette relation. Mais cette invitation, je l'adresse à tout le monde. Je crois que je vais avoir peut-être l'occasion de présenter plus largement les opportunités que le Rwanda offre aux entrepreneurs sénégalais et africains. Mais en même temps, je veux aussi comprendre les opportunités. Tout à l'heure, je viens d'avoir une introduction en fait des opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs sénégalais. Mais j'aimerais dire que ça devrait s'adresser aussi aux entrepreneurs africains. Aujourd'hui, on parle de la ZLECA. Et à partir de là, je vais poser la question, justement, par rapport à la présentation que nous avons eue. J'ai vu toutes les incitations qui sont là, les mesures qui incitent les entrepreneurs sénégalais à investir, à faire le business ici. Mais je voudrais aussi voir, tout d'abord, quelles sont les mesures incitatives pour amener les entrepreneurs africains ou bien rwandais à venir faire des affaires avec les entrepreneurs sénégalais ou bien même investir ici au Sénégal. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'expérience chez nous au Rwanda a montré que le temps est très précieux. Et souvent, notre chef d'État nous dit, voilà, tout ce que nous disons, tout ce que nous concevons, il y a toujours un facteur très important qui doit compter. C'est le sens du temps. The sense of urgency, comme il aime à le dire. Donc, le sens de l'urgence. Et là, je voudrais poser la question par rapport à ce qui a été dit ici. Quels sont les échéanciers? On a eu vraiment de très bonnes présentations ici, mais il manquait un peu. Moi, j'ai pas peut-être eu les détails, mais ça manquait de présentation ici, les échéanciers. Tout ce qui a été dit. Quel est l'échéancier? Et on se situe à quel horizon? Parce que c'est à horizon 2030, 2050, parce que ça compte beaucoup. Et là, on parle du développement économique de l'Afrique, on parle de la ZLECA. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président, je vais m'arrêter ici, sinon je veux avoir l'occasion de revenir ici présenter les opportunités du Rwanda. Merci beaucoup.